Bienvenue dans Cash Talk, l'émission qui parle vraiment d'argent sans langue de bois. Pour ce premier numéro, nous avons choisi un sujet où tout le monde a un avis et généralement un bon conseil. Ce sujet, c'est l'achat immobilier. Je ne sais pas vous, mais en matière d'immo, j'ai l'impression d'entendre tout et son contraire. Le marché de l'immobilier, il n'est pas intéressant, il est trop élevé. Et le lendemain, on va vous dire, locataire, arrêtez de perdre de l'argent. Foncez. Bref, il y a de quoi en perdre son latin. Pour y voir plus clair, j'ai invité sur ce canapé face à moi des pros de l'immobilier, une directrice d'agence, un agent immobilier et un expert IMO du Crédit Agricole d'Île-de-France. C'est Cash Talk, c'est sans filtre, c'est parti. Bonjour Alexandra, bonjour Yann. Bonjour Emmanuel. Donc vous êtes mère et fils et vous avez donc deux agences immobilières dans l'Essonne. Des dossiers, des acquéreurs, des vendeurs, vous en voyez passer tous les jours. Donc ma première question simple, comment il se porte le marché francilien? Le marché se normalise, on n'a plus les effets de la période Covid où on vendait très cher, sans négociation et très rapidement. Aujourd'hui, les gens vont moins chercher la campagne, le calme, mais plus les villes avec des services, des infrastructures, de l'emploi. Donc, on peut vraiment dire qu'on est passé du vendeur qui maîtrisait vraiment le marché à l'acquéreur. Du coup, si c'est l'acquéreur qui a le pouvoir, ma deuxième question aussi qui va dans la continuité, c'est la négociation. Parce que la négociation, c'est souvent finalement un phénomène stressant pour l'acquéreur. Ouais. Et donc, soit je négocie rien et je peux avoir une sorte de sentiment de m'être fait avoir, ou alors je vais négocier peut-être mal, et là pour le coup, je risque de braquer mon vendeur Ouais. et de louper la vente. Donc aujourd'hui, d'après vous, c'est quoi une négociation réaliste? 5%? 15%? Plus? Alors, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner cette négociation parce qu'on le sait, il y en a quasiment toujours à 99%. Donc, déjà, première chose, si le bien a été correctement évalué, bon, bah, il n'y a pas lieu de faire une négociation qui va dépasser les 5% maximum. Après, on a des leviers autres. Par rapport aux travaux, surtout, là, on peut avoir plus de négo, donc 10-15%. Plus il y a de travaux, plus il y a de négociations, tout simplement parce que les coûts, ils ont beaucoup augmenté des matériaux. Une négociation à moins 30%, ça existe? Ça, c'est vraiment un cas rare, exceptionnel. C'est vraiment si la personne est pressée de vendre dans un cadre, par exemple, d'un divorce ou d'une succession compliquée. Mais j'insiste vraiment que c'est pas dans la norme. C'est peut-être aussi parce que le bien, si on n'est pas dans un cas d'urgence exceptionnelle, c'est parce que clairement, le bien a été énormément surévalué. Quelle est l'erreur numéro un que vous voyez chez les acquéreurs? La plus fréquente qu'on voit pratiquement toutes les semaines, c'est des visites où ils ont même pas vu leur capacité d'emprunt, leur financement. Donc ils vont visiter, se projeter, alors qu'ils savent pas si ça peut être concret et se réaliser. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 à éviter. Et bien souvent, il nous est arrivé qu'ils ont un gros coup de cœur et on commence par leur dire, on s'emballe pas. On va voir la banque, on les interroge sur l'apport et puis on se rend compte qu'il n'y a pas forcément l'apport qui va permettre l'acquisition. Donc là, on commence à leur dire, on va remettre les choses dans le bon ordre. Donc toujours aller voir son banquier, toujours se renseigner sur la capacité d'emprunt et ensuite on sélectionne des biens et pas à l'inverse. Et finalement, alors, on a sélectionné les biens, on va commencer sur cette première visite. Est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de checklist pour finalement permettre à l'acquéreur de commencer sa visite? Penser aux travaux, savoir si on supportera les coûts des travaux dans le futur. Je pense aussi surtout en matière de copropriété. Est-ce que la copropriété n'est pas en difficulté financière? Est-ce qu'elle n'est pas en procédure, soit à son encontre, soit contre des fournisseurs? Est-ce qu'elle n'est pas en impayé sur certains copropriétaires? Et est-ce qu'il y a des travaux qui ont été envisagés? Donc important de consulter les anciens PV d'AG et celui à venir. Parce qu'il a pu être évoqué un ravalement, une toiture, une isolation par l'extérieur, pas voté, mais qui peut tomber l'année prochaine et qui va vraiment impacter le budget d'un acquéreur. D'où l'importance d'avoir finalement la convocation à la dernière assemblée générale. Tout à Oui. fait, la convocation, et juste pas se fier aux paroles de l'agent immobilier, mais bien demander les documents et les avoir à l'écrit pour s'assurer que c'est bien réel. Dans la convocation, il y a des états, comme l'état des débiteurs, je pense, Ouais. qui permet de voir la sainteté finalement au niveau de la copropriété et de la résidence. Et en plus de tout ce qu'on vient de dire sur la copro en général, vérifiez également les frais de copropriété attachés au lot acheté, qui peuvent être du simple au double selon les copros. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un acquéreur pour lui donner un petit peu des conseils pour savoir où investir en Île-de-France actuellement. Pour moi, je conseillerais les petites villes qui sont en cours de développement en Île-de-France, où les prix sont plus attractifs, mais la demande reste quand même forte. Ça dépend si c'est une acquisition pour résidence principale ou pour un investissement locatif. Regardez peut-être toutes les zones tendues où on manque réellement de logements,
une très forte demande à la location. On peut faire des bonnes affaires sur les villes qui offrent un côté pratique dans la vie de tous les jours. Et avec tout ce qu'on entend sur le DPE et les passoires thermiques, est-ce que finalement c'est intéressant d'acheter un logement en F ou en G? Intéressant, déjà si on fait les travaux soi-même, donc on va acheter moins cher, on va faire les travaux nous-mêmes, donc en cas de revente, on va forcément avoir un gain qui va être assez conséquent. Et en matière d'investisseurs, c'est pareil, vous allez négocier fortement un bien qui ne peut plus être sur le marché locatif avant rénovation. Donc ça va vous permettre d'être assez agressif dans votre offre, de le remettre sur le marché et de défiscaliser ces travaux également. Donc ça va être plutôt une bonne opération pour un investisseur. Merci Alexandra, merci Yann pour tous ces conseils utiles. Trouver un bien, c'est une chose, mais maintenant, il y a la question du financement. J'ai donc invité Alan, expert du Crédit Agricole d'Île-de-France sur le marché de l'immobilier. Bonjour Alan, merci d'avoir accepté l'invitation. On va se dire les choses franchement. À quel moment faut-il aller voir sa banque? Avant de visiter? Avant de faire une offre? Le bon moment pour venir voir sa banque, c'est dès lors que le projet devient concret, c'est-à-dire avant de faire les visites. Maintenant, si l'acquéreur a déjà fait ses visites et qu'il a peut-être même déjà fait une offre, le bon timing, c'est de prendre rendez-vous avant de tomber amoureux du bien. Quel est l'intérêt d'aller voir sa banque avant les visites? C'est pour calculer sa capacité d'emprunt, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est pour éviter le côté déceptif. Si on a un dossier qui est mal maîtrisé, finalement, le projet n'aboutit pas, on va être forcément déçu. Le troisième, si on est bien préparé, qu'on a une simulation et qu'on a un préaccord de sa banque, ça aura mécaniquement plus de poids face au vendeur et face à l'agent immobilier. Et le dernier, c'est un formidable atout de négociation d'avoir un préaccord. La vitesse en immobilier, ça fait la différence. Le préaccord, ça change tout. Si on fait un point papier, quels sont les documents à apporter à son conseiller pour réaliser une simulation bancaire? Ami phobique administratif, cette question est pour vous. Alors c'est très simple. Au niveau des documents, de quoi justifier ses revenus, ses charges et son patrimoine. Alors au niveau des revenus, je pense aux fiches de paye, au contrat de travail ou à l'avis d'imposition. Au niveau des charges, si on a un crédit ou un leasing, l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Et au niveau du patrimoine, très simplement, tout ce qui est relevé d'épargne pour justifier de toute son épargne, ainsi que des titres de propriété si on est déjà propriétaire d'un bien immobilier. Pour nos amis phobiques administratifs ou nos clients qui ne souhaitent pas attendre la prise de rendez-vous avec leur conseiller, je leur recommande d'aller sur notre site internet. Ils peuvent réaliser une simulation et avoir un préaccord en 8 minutes. Et ils seront recontactés sous 24 heures par un conseiller. Du coup, un acquéreur qui va visiter sans en avoir parlé à son conseiller, quel risque il prend au fond? Le risque, Emmanuel, ce n'est pas de visiter un bien, mais c'est de se projeter dans un bien qu'on ne pourra pas acheter. Très simplement, Emmanuel, imagine, demain tu trouves le bien de tes rêves et tu vas voir ta banque et ton banquier te dit non. C'est hyper frustrant, donc le premier risque, c'est de la frustration. Et le deuxième, c'est la crédibilité. Vis-à-vis de l'agent immobilier ou du vendeur, on va être blacklisté derrière. La plupart du temps, les acquéreurs ne pensent pas aux travaux, aux frais de notaire, charges de copropriété ou à la taxe foncière. Donc il est impératif qu'ils viennent voir leur conseiller avant de faire une offre. Aujourd'hui, on peut faire toutes les démarches en ligne. Mais finalement, dans un projet aussi important, quel est l'intérêt d'avoir un humain en face de soi? Le conseiller va être là pour analyser la situation du client et adapter le montage sur la durée, le taux, l'apport. Il va être également là pour le rassurer. Un acte d'achat, c'est pas un acte anodin, ça génère du stress et le conseiller connaît toutes les étapes du projet, donc il va pouvoir rassurer son client. Il va lui amener du conseil sur l'assurance emprunteur, par exemple, ou sur la fiscalité inhérente au projet immobilier, ou encore, si je prends l'exemple d'un jeune couple qui vient pour un premier achat immobilier, un couple non pacsé, et le conseiller pourra leur parler quand même du Pacs, de l'avantage du Pacs ou d'un testament. Et dans ces cas-là, il les enverra vers le notaire pour avoir plus de conseils là-dessus. Un simulateur, ça va te donner un chiffre, une mensualité de crédit par exemple, alors que le conseiller, il construit ton projet. Tout le monde a en tête les taux à 1%. Quand on regarde les taux actuels, ça pique un peu. Alan, est-ce qu'on peut prévoir une baisse des taux? Très simplement, les taux, ils ne dépendent pas du bon vouloir de la banque. C'est principalement lié à l'inflation et de la Banque Centrale Européenne. C'est elle qui fixe les taux. Donc moi, j'ai pas de boule de cristal pour te dire si demain les taux vont monter ou diminuer, mais ce que je t'invite à faire, c'est à regarder ce qui se passe autour de nous. Actuellement, il y a des tensions au Proche-Orient, le prix du baril, je pense que tout le monde a entendu parler, l'essence, le prix augmente, et ça génère de l'inflation. Donc à court terme, sans me lancer dans une grande prédiction, on va avoir des taux qui vont légèrement augmenter. Il y a 10 ans, on a effectivement une période de taux à 1%, mais on n'était pas du tout dans la même situation économique. Là, la Banque centrale voulait relancer l'économie. Donc on avait des taux à 1%, c'était une hérésie parce que ça coûtait plus cher d'acheter une voiture sur une durée courte que d'emprunter sur 25 ans pour un projet immobilier. Les taux n'étaient pas les mêmes. Un autre point hyper important au niveau des taux, il y a une corrélation entre les taux
et le prix de l'immobilier. Plus les taux sont élevés, plus le marché va se réguler. Les prix vont diminuer. Et à l'inverse, si les taux baissent, les prix de l'immobilier vont avoir tendance à augmenter. Donc, le bon conseil, c'est d'acheter quand le projet est prêt et mature, quel que soit le taux, et vous renégocierez avec votre banquier quand les taux rediminueront. En 2026, est-ce qu'on peut espérer un financement sans apport? Ou alors, quel est le pourcentage d'apport nécessaire par rapport à l'enveloppe globale de mon projet? Effectivement, l'achat sans apport, c'est une question qui revient tout le temps. Alors, il y a quand même un attendu d'à peu près 10%. Pourquoi 10%? Demain, si tu achètes un bien à 200 000 euros, si tu rajoutes les frais de notaire et les frais inhérents au financement, tu vas avoir quasiment 10% en plus, c'est-à-dire 20 000 euros. Donc, la banque est prête, la plupart du temps, à financer 100% du bien, mais elle demandera au client d'apporter les 10%. C'est une moyenne, c'est ce qui est attendu par la plupart des banques. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Ça va dépendre finalement du projet, du profil et du bien que tu souhaites acquérir. Dernière question, Alan. À notre époque, beaucoup de monde se dit, finalement, tout est trop haut. Les charges, les taxes, les prix, les taux. Donc finalement, est-ce que c'est judicieux d'être propriétaire plutôt que locataire? Emmanuel, acheter, ce n'est pas une question d'époque, c'est une question de projet de vie. Si tu as une situation stable, personnelle et professionnelle et que tu as de la visibilité à 3-5 ans et que tu souhaites capitaliser et te constituer un patrimoine, oui, l'achat est une bonne idée. Je rajouterai une chose, acheter une résidence principale, c'est quand même le meilleur moyen de préparer sa retraite. Au niveau des revenus, on sait qu'à peu près, on aura 50% de nos revenus à la retraite. Les loyers ne diminuent pas, donc peut-être que, en effet, tu as raison, acheter va venir compenser cette différence. C'est ça. Merci Alan, c'était très clair. J'espère que cette discussion vous aura permis de revoir les bases et d'apprendre des choses utiles. N'hésitez pas à utiliser notre simulateur de prêt immobilier sur notre site internet afin de calculer votre capacité d'endettement, vos mensualités et même d'avoir un accord de principe. Votre conseiller bancaire reste de toute façon à votre disposition pour toute question complémentaire. En matière d'argent et d'investissement, il n'y a pas de questions bêtes. Avec votre conseiller, vous pouvez parler de tout. C'est aussi ça l'ADN de notre émission. C'était Cash Talk, à très bientôt pour un prochain épisode.